Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Jusqu'à preuve du contraire, un podcast de l'Alliance Sorbonne Université produit par Binge Audio. Le concept, on décortique les obsessions de notre époque avec ceux qui les étudient vraiment, les scientifiques, et le tout en 3 rounds. Le premier, ça questionne. Pourquoi tout le monde en parle? On fait le point sur l'actu. Ça passionne. Ensuite, on remonte le temps et on élargit le terrain pour voir comment ce sujet a traversé les époques et le monde. Et enfin, ça cartonne. Ciné, séries, livres, etc. Comment la pop culture s'en empare. À la fin, vous serez enfin calé sur le sujet. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Aujourd'hui, on plonge dans le grand bain, on parle de l'eau, et plus particulièrement de celle que l'on boit. Entre les scandales de contamination chez Perrier, la baignade à vos risques et périls dans la Seine, ou encore l'angoisse des PFAS, on a vraiment l'impression de nager en eau trouble. Alors on boit quoi ? Le robinet est-il vraiment plus sûr ? Est-ce vrai qu'au Moyen-Âge, on préférait la bière à l'eau claire ? Et surtout, faut-il rappeler Erin Brockovich à la rescousse ? Pour ne plus boire la tasse, on mène l'enquête avec Emma Rochelle-Newall, écologue à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Bonjour Emma. Bonjour Perrine. Juste comme ça, Emma, c'est quoi une écologue ? C'est un écologue, c'est quelqu'un qui étudie l'écologie et les écosystèmes, que ce soit l'écologie terrestre ou aquatique, ce qui est mon cas. Donc, c'est l'interaction entre les organismes et leur environnement. Merci Emma. Donc, pour lancer notre débat, je vous propose, on va commencer par la première partie. Ça questionne. Nestlé Waters a fait n'importe quoi dans les dernières décennies. Clairement une tromperie pour le consommateur, il peut se sentir vraiment floué. Une eau qui est commercialisée alors qu'elle ne devrait pas l'être. Une fraude aux consommateurs massive, que le groupe suisse aurait avoué en secret au gouvernement et qui perdure. Alors Emma, pour démarrer, en fait, on doit d'abord planter le décor, si vous le voulez bien. Et ce décor, c'est celui d'un mythe qui vacille, l'affaire Perrier. Pour bien comprendre le choc provoqué par ce scandale, il faut d'abord rappeler ce qu'est légalement une eau minérale naturelle. En France, ce n'est pas juste une étiquette marketing, c'est un statut juridique de prestige. Contrairement à l'eau du robinet, une eau minérale doit être d'une pureté originelle. La loi est catégorique, elle doit être saine par nature, protégée par des couches géologiques profondes et surtout, elle ne doit subir aucun traitement de désinfection. Pas d'UV, pas de filtre charbon actif, rien. Elle doit être embouteillée telle qu'elle. C'est ce contrat de zéro intervention qui justifie à la fois son prix et la confiance des consommateurs. Pourtant, en avril 2024, ce contrat a volé en éclats. À l'usine Perrier de Vergès, dans le Gard, des épisodes de pluie intenses ont révélé une faille critique. Des bactéries d'origine fécale ont été détectées directement dans les puits de forage. La sanction a été immédiate. Le préfet a ordonné la destruction de quelques 3 millions de bouteilles jugées impropres à la consommation. Mais le plus grave était ailleurs. L'enquête a montré que pour masquer cette vulnérabilité des sources, la marque utilisait en secret depuis des années des techniques de filtration interdites. Et Perrier n'était que la partie émergée de l'iceberg. On a découvert que c'est tout le groupe Nestlé Waters, le géant derrière Vittel, Epar ou encore Contrex, qui avait généralisé ces pratiques frauduleuses. Pour continuer à vendre au prix fort une eau dite naturelle, le groupe traitait ses sources comme de l'eau du robinet pour éliminer pollution et bactéries, tout en nous vendant le mythe de la pureté intacte. Entre les amendes pour tromperie et les rapports parlementaires dénonçant une stratégie de dissimulation, cette crise pose une question essentielle. À l'heure du changement climatique et des pollutions massives, l'eau minérale pure par nature est-elle devenue un luxe du passé ? Et c'est à ça qu'on va répondre aussi aujourd'hui. Je commence tout de suite, Emma, par une question. L'histoire de Perrier tourne autour de ces nappes qui étaient infectées par des bactéries d'origine fécale. Comment c'est possible, en fait ? En fait, les nappes ils sont rechargées par de l'eau de pluie et on peut avoir les cas de contamination des nappes par le ruissellement des sols, où il y a des déjections des animaux, ou les oiseaux dans l'eau, qui infiltrent dans la nappe. C'est comme ça on recharge les nappes. On le voit sur les cartes de l'BRGM chaque mois. On voit à la télé pendant les périodes de sécheresse, l'auteur de la nappe et le recharge. Et ça peut aussi arriver via les eaux usées domestiques qui sont mal gérées
nappes, notamment les dites fosses septiques, les fosses tout eau, qui sont mal gérées en maison individuelle, ou les stations d'épuration qui sont peut-être mal paramétrées pour le volume qu'ils doivent traiter. Et cette eau traitée et relâchée, peut-être qu'elle n'est pas complètement dépourvue de toute bactérie, et à travers l'infiltration, qui est un processus naturel de recharge des aquifères et des nappes, et qu'ils deviennent contaminés. Et c'est potentiellement ce qui est arrivé à la nappe dans laquelle prélève Perrier. Pourquoi c'était pas arrivé auparavant? Parce que les déjections animales, par exemple, il y en a toujours eu. Oui, ça prend du temps en fait. Et il y a une question de temps, et il y a peut-être une question d'augmentation de la densité animale. Et la recharge des nappes, c'est très long. Il y a des nappes qui rechargent rapidement, mais il y a des autres nappes telles que ceux qui sont prélevés pour l'eau minérale. Le taux de rechargement, c'est très long. Et donc, c'est peut-être une question qu'ils étaient en train d'accumuler dans le temps. Et c'est comme ça ils se sont trouvés avec ces bactéries dans l'eau qui étaient normalement censées être pures et dépourvues de ce type de bactéries. Mais donc, on disait que pour avoir l'appellation eau minérale naturelle, il fallait qu'il n'y ait pas de traitement sur cette eau. Mais justement, comment on fait la différence entre traitement et parfois protection? Parce qu'on imagine que justement, pour protéger ces nappes, il faut mettre peut-être en place des choses. Donc, où est la limite entre traitement et protection? C'est une question très intéressante. Je pense que la protection, c'est la protection de l'environnement en faisant des accords avec les agriculteurs pour qu'ils se passent en une agriculture bio, avec beaucoup moins d'utilisation de pesticides, herbicides, peut-être avec un pâturage des animaux à faible densité pour éviter cette accumulation de matière fécale. Or, le traitement, c'est des actions chimiques, biologiques, physiques qui sont appliquées sur l'eau. Et c'est ça le traitement et la différence entre la protection et le traitement. Mais est-ce que c'est encore possible d'avoir de l'eau minérale naturelle, justement? Parce que si on voit que les sources peuvent être, ces nappes phréatiques peuvent être contaminées, est-ce que c'est encore possible finalement? Là, c'est Perrier, mais on imagine que ça peut arriver à d'autres. Voilà. Est-ce que c'est pas bientôt la fin des eaux minérales naturelles? On a déjà dépassé le seuil de durabilité pour l'eau. Ça veut dire on utilise plus, on contamine plus que l'écosystème arrive à recharger, purifier. On est en dette, en fait, déjà. Et si on continue à creuser cette dette dans l'utilisation de l'eau, dans le prélèvement, dans la manière dont on gère l'eau, forcément, ces nappes, ils vont assécher. Donc, je ne sais pas quand, mais c'est possible que ça arrive si on ne met pas en place aujourd'hui des mesures à diminuer notre usage, la manière dont on utilise l'eau et la manière dont on le traite, on le contamine. Alors, ce qui est intéressant, moi j'ai appris ça en préparant ici, c'est que donc eau minérale naturelle n'est pas juste un marqueur marketing, c'est une vraie appellation avec des règles très très précises. C'est quoi la différence donc avec l'eau du robinet? Parce que l'eau du robinet, elle peut être traitée, c'est ça la différence en fait. Ah, tout à fait. L'eau de robinet, celle en source, parce que l'eau de robinet, en fait, ils appellent ça l'eau à destination à consommation humaine. C'est le EDCH, c'est la terminologie barbare de l'Union européenne dans tous leurs décrets et leurs réglementations sur l'usage de l'eau. Ça peut venir de l'eau de surface. L'eau de surface, c'est les rivières, les lacs, les réservoirs, la surface, on le voit. Ou ça peut venir des sources. On peut bien imaginer que l'eau de source, c'est plus propre, donc ça demande un traitement moins lourd. Donc, il y a de l'étamissage, après le filtrage, l'utilisation de charbon actif, c'est la même chose qui dans nos filtres à eau à la maison, en fait. Et donc, ça, c'est un traitement moins lourd. Or, l'eau de surface, qu'on peut imaginer qui vient des lacs, ça demande un peu plus de traitement. Il y a des tamissages et les filtrations à travers les bacs de sable. Le sable, c'est super pour filtrer, d'ailleurs. Suivi par le traitement avec le charbon activé, l'ozone. Mais dans tous les cas, l'eau qui arrive dans notre robinet, c'est chloré. On ajoute de la chlore. Ça, c'est l'odeur de l'eau de Javel qu'on en a dans l'eau de robinet. Et vraiment, il n'y a aucun risque pour la santé. On s'inquiète un peu, mais en fait, l'eau du robinet, elle est très, très contrôlée.
L'eau de robinet, c'est l'aliment, parce qu'on appelle ça un aliment, parce qu'on l'ingère. C'est l'aliment le plus contrôlé en France. Pour tout, c'est contrôlé tout le temps. Tous les usines de production d'eau, ou la régie à Paris, c'est Eau de Paris, mais il y a le SOR, il y a d'autres sociétés qui fabriquent l'eau potable. Ils ont des obligations réglementaires contrôlées par la ARS, donc les agences régionales de la santé. Ils doivent publier les résultats. Donc, chaque personne peut aller sur le site de la ARS de leur région et regarder la qualité de l'eau. C'est très rassurant, en fait, moi, je trouve, de voir ces informations parce que c'est très clair. Qui gère, justement, la potabilité de l'eau du robinet? À Paris, c'est Eau de Paris, qui est une structure publique. Donc, c'est en régie, c'est géré par Paris. Mais dans d'autres villes, ça peut être un acteur privé tel que Veolia ou Suez. Et des fois, il y a des mairies qui essaient de retourner en régie parce qu'ils veulent garder le contrôle sur le traitement de l'eau parce qu'il y a une question de coût. Il y a une question aussi de maîtrise des réseaux, de l'eau potable, mais aussi les réseaux d'assainissement. Et donc, c'est un enjeu assez important financier pour les villes. Et parfois, les mairies, ils souhaitent sortir parce qu'ils se trouvent que ce sera moins cher pour eux à gérer en régie leur propre fourniture, fournir l'eau aux populations par rapport à des sociétés privées. Il y a autre chose qu'on peut se poser comme question par rapport à l'eau, parce que il y a autre chose qui a été remarquée aussi dans les eaux de Nestlé, mais Nestlé n'est pas le seul. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il y a vraiment d'autres problématiques, et notamment la question des PFAS. C'est rentré dans notre vocabulaire, ce PFAS, alors que je pense qu'on n'en maîtrise pas tous le sens. Moi, la première. Donc, c'est quoi des PFAS? Donc, c'est des produits chimiques qui sont ou polyfluoroalkylés, c'est assez barbare, mais ça donne le nom chimique de toute une série de molécules, dont c'est le Tefal, le produit qu'on trouve sur nos casseroles, c'en est un. Les produits imperméabilisants sur les vêtements de pluie. Mais il y en a des centaines, des milliers. Il y en a beaucoup de ces produits chimiques. Ils sont partout. Et ils sont très persistants parce qu'ils ont une formule chimique qui est très, très résistante. C'est pour ça qu'ils sont utilisés comme les produits anti-attachants. Et aussi pour le anti-pluie, parce qu'ils sont imperméabilisants. Et c'est des chaînes de carbone, de fluor et d'autres molécules chimiques qui sont ensemble et qui sont extrêmement résistants à la dégradation. Et donc, ils sont là pour toujours. Ils sont là pour toujours, mais en quoi ils sont problématiques, en fait? Parce que donc on les retrouve dans toutes les embouteilles, mais aussi dans l'eau du robinet. En fait, ils sont partout, ces PFAS. Pourquoi ils sont un problème? C'est des produits chimiques pour lesquels il y a eu un rapport de l'ANSES en fin de l'année dernière avec les préconisations de seuil maximal dans l'eau. Et pour lequel il pourrait avoir des effets néfastes sur la santé, à la fois des êtres humains, mais aussi sur les animaux. Ils peuvent potentiellement être accumulés dans les plantes, qu'après on va ingérer par l'alimentation. Et je pense, à forte dose, on voit déjà les impacts. Donc, les personnes qui travaillent dans les usines de production, on voit déjà l'augmentation de maladies type cancer. Mais à faible dose, il pourrait avoir un impact sur la santé. Et je pense qu'il faut appliquer, ça c'est mon avis de citoyen, d'appliquer un principe de précaution pour éviter un potentiel immense problème de santé publique. Est-ce que nos usines de traitement actuelles sont dimensionnées pour cette pollution invisible? Est-ce qu'on peut traiter efficacement l'eau contre ces PFAS? On peut extraire les PFAS de l'eau avec, par exemple, les filtres de charbon actif, avec un autre procédé qui s'appelle l'osmose réversée. Certaines des stations de potabilisation de l'eau, ils ont déjà. Mais je pense qu'il y a besoin de plus de recherche sur
pour s'assurer que les systèmes de filtration en place dans nos usines de potabilisation, ils sont adaptés pour le volume et la potentielle augmentation de concentration de ces PFAS. Parce que c'est depuis peut-être les années 50, la fabrication de ces produits. Et on voit tous, ils sont partout. On a tous les casseroles Tefal à la maison. Moi, je me suis fait la réflexion l'autre jour. Les air fryers, les bacs, ils sont tous avec du téflon, donc, ou variété. Donc, et en plus, on le chauffe. Donc, ça m'a posé des questions moi-même en tant que consommateur. Donc, nos usines de traitement d'eau, certaines, je pense, sont déjà paramétrées, déjà construites pour extraire les PFAS. Mais je pense qu'il faut quand même augmenter. Mais ça, c'est mon avis de citoyens ou de chercheurs qui regardent les questions. Et je ne suis pas spécialiste des usines de traitement d'eau. Non, mais de citoyennes éclairées, du moins. Et donc, justement, on parle des PFAS, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit craindre à venir qui seraient liées à aussi nos activités humaines? Les pesticides, par exemple. Les pesticides dans l'eau, c'est aussi quelque chose qui est très contrôlé en termes d'analyse, d'identifier l'eau à destination de consommation humaine, la présence. On voit dans les grands bassins agricoles que les concentrations de pesticides et herbicides ils sont plus élevées dans l'eau de surface que dans les zones où il y a très peu d'agriculture ou qu'une agriculture bio est présente. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être inquiétant, mais c'est très contrôlé. Quand c'est constaté, comme j'ai dit avant, il y a des analyses tous les mois, tout le temps, plusieurs fois par mois en fait. Quand c'est constaté, l'eau, elle est rendue impropre à la consommation et interdite pour la population. On le voit souvent à la télé en fait, les cas où des villages où ils ont eu leur eau coupée, où il faut qu'ils aillent chercher leur bouteille à la mairie. Donc pour moi, ça m'inquiète moins parce que c'est visible, c'est contrôlé. Mais il y a aussi parfois des entreprises qui rejettent des choses dans l'eau, qui viennent la contaminer aussi. Et ça peut donner des catastrophes écologiques. Et je pense par exemple au bout rouge de Gardanne en France. C'est quelque chose qui existe depuis les années 60. Est-ce que c'est pas ça aussi qui vient polluer nos nappes phréatiques parfois? Ah oui, ça peut polluer les nappes phréatiques. Souvent, les usines qui sont en bord de mer, c'est les eaux côtiers qui se contaminent, mais les usines qui sont dans la terre, ça peut contaminer les fleuves ou les lacs ou même des ruisseaux. Mais les usines, normalement, ils ont une réglementation très stricte de contrôle des déchets qu'ils relâchent dans l'environnement. Donc, ils sont censés suivre les analyses et respecter le cahier des charges qu'ils ont pour respecter le cadre de la réglementation qui leur a donné un permis de relarguer dans l'environnement. Mais bon, je pense que des fois, il y a des accidents qui arrivent et peut-être c'est pas si accidentel que ça. Comment on peut arrêter? Il y a un principe en France, en Europe, dans beaucoup de pays en fait, de pollueur-payeur. Et c'est une manière de diminuer l'impact potentiel de ces déchets sur l'environnement et de vraiment appliquer ce principe de pollueur-payeur et d'avoir plus de contrôle et faire que l'amende est importante pour éviter l'impact sur l'environnement, sur l'eau, et de ne pas avoir une amende qui est absorbable. Avant de passer à notre séquence suivante, si on doit faire le point, est-ce que c'est mieux de boire de l'eau en bouteille ou de boire de l'eau du robinet? L'eau du robinet, pour moi, clairement. C'est, comme j'ai dit, c'est l'aliment le plus contrôlé en termes de qualité. C'est de loin le moins cher. Quand on regarde le prix de l'eau en bouteille et ce qu'on paye par mètre cube de l'eau à la maison. C'est combien un mètre cube d'eau du robinet? Ça dépend de la régie, en fait. Ça varie, le prix de l'eau de robinet, ça varie en fonction de le fournisseur. Si c'est Veolia, si c'est la régie, l'eau de Paris, si c'est le SOR, etc. Parce que ça prend en compte aussi un composant de la traitement d'eau. Donc, c'est très variable selon les endroits.
Mais ça reste beaucoup moins cher que l'eau en bouteille. Oh, Dans tous les cas. Des centaines de fois moins cher. Et en plus, avec l'eau de robinet, nous n'avons pas les déchets de plastique à gérer, donc les bouteilles de plastique ou les bouteilles en verre. Pour moi, il n'y a pas de question. C'est l'eau de robinet. Le débat est tranché. On peut passer à la séquence suivante. Ça passionne. Dans Ça passionne, en fait, on va plutôt se concentrer un peu sur l'histoire justement de la potabilité de l'eau. En fait, d'où elle vient, à quel moment on a commencé à s'inquiéter de la potabilité de l'eau, puisque là, on en parle comme si c'était acquis depuis longtemps, mais c'est pas le cas. Justement, à quel moment, à peu près, on a commencé à s'inquiéter de l'eau qu'on était en train de boire, puisque ça, par contre, une chose est sûre, l'humain a toujours eu besoin de boire de l'eau pour vivre. Déjà, les Grecs et les Romains, ils se souciaient ils se prélevaient leur eau à boire. On voit avec les ouvrages comme les aqueducs qu'il y avait cette souci de ramener une eau qui était propre, considérée propre, dans les villes. Bien sûr, à l'époque antique, quand la population dans les villes était plus faible, on pouvait utiliser les sources, les puits, les rivières même, pour l'eau de boisson, mais avec l'urbanisation et l'augmentation de la population dans les villes, là, un manque d'assainissement, parce qu'on parle de l'eau potable, mais l'autre partie, la contrepartie, c'est l'assainissement. Il n'y avait très peu d'assainissement dans les Moyen-Âge. On lit les récits qui datent des 17e, 18e, 19e siècle, où on parle des fleuves qui c'était des fosses septiques à ciel ouvert, en fait. Et à fur et à mesure que le temps passait, les chercheurs, c'était peut-être pas des chercheurs tels qu'on voit aujourd'hui, mais c'était des scientifiques, les naturalistes, commençaient à se demander est-ce qu'il y a un lien entre l'eau que je bois et la maladie? Il y avait donc les travaux de Louis Pasteur, où on a commencé, plus quelques autres personnes autour le même temps qui commençaient à regarder que c'est pas les vapeurs dans l'air, il y a vraiment des organismes microscopiques qui amènent la maladie. Et en même temps, il y avait le développement des filtres en céramique, c'était des premiers filtres à l'eau. La première s'était développée par Henri Doulton en Angleterre dans les 1820-1850. Un des collaborateurs de Louis Pasteur a pris cette première modèle de filtre céramique qui filtrait les bactéries, qui permettait de diminuer les cas de choléra et de typhoïde. Et il avait amélioré pour faire un filtre qui maintenant, ça s'appelle le filtre Pasteur, pour améliorer la filtration de l'eau, pour filtrer tous ces bactéries et autres organismes pathogènes dans l'eau. Donc, c'est vraiment une histoire qui se construit depuis le temps antique jusqu'à aujourd'hui. Après, on reste très français, mais à quel moment aussi on a... c'est devenu une question mondiale, en fait, cette question. J'imagine chaque pays, n'importe quelle époque, a dû se poser cette question. Il n'y a pas que la France dans son coin, évidemment. Je crois qu'il y a un fait notable, c'était la création de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, 1948. Ça a fait bouger des lignes, en fait, sur cette question de la potabilité, d'un point de vue mondial. Ah oui, clairement. Parce que l'OMS a permis la création des normes internationales pour que chaque pays sache, ils ont des données, donc ils n'ont pas besoin de faire ces recherches eux-mêmes pour trouver ces seuils, les différents seuils de qualité, le nombre de bactéries fécales dans l'eau, qui d'ailleurs en l'eau potable 0, et aussi pour l'eau de baignade, les seuils pour d'autres paramètres dans cette eau de boisson, et d'avoir une norme qui est pareille pour tout le monde. Et ça, c'est quand même incroyable. Mais je trouve ça vraiment visionnaire aussi. Que tout le monde puisse avoir cette même norme. Et l'OMS aussi essaie d'aider par le conseil les pays qui ont peut-être moins de moyens que la France en termes d'infrastructures, pour la mise en place des infrastructures, de leur conseiller dans les différentes actions qu'ils peuvent mettre en place
pour, d'un côté, assurer une eau potable, mais aussi d'assurer l'assainissement. Moi-même, j'ai travaillé en Asie et en Afrique et j'étais confrontée à ces questions. Comment on fait quand on n'a pas l'infrastructure? Selon l'OMS, d'avoir un accès suffisant à une eau de qualité, c'est calculé à la fois par la qualité de l'eau qui sort de la bonne fontaine ou du forage, etc., mais aussi la distance. Donc nous, on a notre robinet dans la cuisine, là, et peut-être ça nous prend 30 secondes d'aller au robinet. Mais les critères de l'OMS pour avoir un accès à l'eau de qualité, c'est 30 minutes aller-retour. Et quand on voit la différence de la situation dans les pays en voie de développement et aussi ce qu'on a aujourd'hui, c'est aussi une autre raison pourquoi je suis si attachée à cette question, l'eau de robinet versus les bouteilles. L'eau de robinet, pour nous, c'est normal, mais pour d'autres pays, c'est un luxe en fait. Et il faut qu'on apprécie ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle pour que justement cette question de l'accès à l'eau potable soit réglée un peu mondialement, que n'importe quelle personne dans n'importe quel pays puisse avoir accès à l'eau potable, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle? Actuellement, il y a 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas un accès à une eau potable de qualité suffisante, et je ne parle pas de quantité. Donc c'est un quart de la population mondiale, quoi. Oui. Avec plus d'un demi-million qui meurent chaque année à cause d'une maladie due à le manque d'accès à une eau potable, en fait. Il y a à la fois l'OMS qui fournit les recommandations aux pays pour qu'ils puissent mettre en place ces infrastructures. Il y a cet accompagnement. Mais quelque chose qui est super important dans les pays et aussi, je pense, en France, mais pour d'autres raisons, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des associations, les ONG, par exemple, qui jouent un rôle à la fois d'éducation auprès de la population pour qu'ils puissent gérer leur eau le mieux possible, éviter les questions de contamination, les questions d'assainissement, et aussi jouer ce rôle d'interface entre la population et les gouvernements. Parce que parfois, c'est compliqué pour la population dans n'importe quel pays, en fait, d'y aller parler aux décideurs, surtout pour réclamer les choses, réclamer l'infrastructure, réclamer ou peut-être pointer le doigt où ça fait mal, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment important ce rôle de la société civile. C'est très important aussi dans la protection des écosystèmes et de l'écologie. La société civile, pour moi, vraiment, c'est un acteur. Il y a la population, il y a la société civile, il y a des gouvernements, il y a des industriels. Il faut que tout le monde soit là et qu'ils travaillent ensemble pour améliorer cet accès. Et vous, de votre point de vue, est-ce que vous avez vu une évolution depuis que vous travaillez notamment avec les pays en voie de développement? Est-ce que vous avez vu qu'il y a une amélioration quand même de cet accès à l'eau potable? Il y a une amélioration. Il y a une amélioration souvent à la fois dans le nombre de points d'eau où la population peut y aller pour avoir une eau qui est considérée de qualité suffisante. Et il y a des améliorations à l'accès à l'assainissement et notamment d'isoler l'assainissement, donc les eaux usées, de l'eau potable. Et il faut savoir que les Nations Unies a mis en place les objectifs de développement durable pour 2030 et le 6e, c'est l'eau pour tous. Donc c'est considéré un droit pour chaque personne d'avoir un accès à l'eau en quantité et qualité suffisante. Et pour le moment, on est loin d'atteindre le compte pour 2030, mais c'est mieux que ce l'était. On progresse, mais je pense que c'est quand même un peu compromis pour atteindre l'objectif pour 2030, mais ce n'est pas le seul parmi les 17 pour lequel on aura du mal. Vous parlez d'assainissement, et c'est vrai qu'au début, on parlait aussi beaucoup de l'eau de source ou de l'eau visible qui viendrait des lacs ou des rivières qu'on va traiter pour pouvoir la boire. Mais alors, justement, pourquoi c'est visiblement plus simple de potabiliser de l'eau de source que d'aller assainir des eaux usées qu'on pourrait recycler de cette manière-là? C'est plus facile à rendre potable une eau qui est déjà propre
qu'une eau qui est chargée, on imagine tous, même si on n'a pas encore visité une station d'épuration, que l'eau est hyper chargée. C'est chargé à la fois en matière organique, mais aussi inorganique. Donc, ça veut dire les métaux lourds, les pesticides, les herbicides et les médicaments qu'on ingère, parce que quand on prend les médicaments, ils agissent dans notre corps, mais on les excrète aussi. Et de rendre cette eau-là potable, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de technicité, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. On le traite. On traite cette eau. L'eau sortant d'une station d'épuration, elle est 1000 fois, plus que 1000 fois plus propre que ce qui rentre. Mais pour le moment, cette eau-là, il n'est pas destiné à la consommation. Bien qu'il y a certains pays, notamment les pays arides, où ils étudient cette possibilité de recycler les eaux usées pour les rendre potables. Et par ailleurs, en fait, à Paris, il y a aussi, donc on a le réseau de l'eau potable, mais il y a un réseau d'eau non potable, justement, et qui est tout aussi utile, en réalité. Oui, moi j'adore le sujet de la réseau de l'eau potable à Paris. En fait, Paris, c'est la seule ville au monde qui a 2 réseaux. Il y a le réseau d'eau potable et il y a un réseau de l'eau non potable. Et c'était à l'époque, les 1880, qu'ils ont mis en place ce système pour qu'il y ait une fourniture de l'eau qui n'a pas besoin d'être potabilisée, donc moins chère, pour rendre utile, c'est que filtrer grosse maille, tamiser grosse maille pour enlever les feuilles, etc. Et s'utiliser, par exemple, quand vous voyez les éboueurs nettoyer les routes, c'est ce lot-là qu'ils utilisent. L'arrosage des jardins publics, l'écurage des égouts aussi, ils utilisent l'eau non potable parce que si on imagine, dans d'autres villes, ils utilisent l'eau potable. Donc, c'est un eau qui est super propre, qui a coûté cher à produire et qui est utilisé pour nettoyer. Et moi, je trouve vraiment ce double réseau, je crois que c'était Eugène Beaugrand qui a proposé ce double système à Paris. Il était visionnaire, en fait. Parce que le coût de la potabilisation de l'eau, les questions aujourd'hui d'énergie, d'économie d'énergie et aussi d'économiser de l'eau et de ne pas utiliser une eau potable pour nettoyer les routes, je trouve ça merveilleux. Je suis complètement enthousiaste sur ce sujet. Je trouve ça génial. D'ailleurs, je ne savais pas que Paris était la seule ville qui faisait ça. Ah, mais c'est excellent. Et moi, je pense même qu'il faudra connecter les toilettes des bâtiments publics sur ce réseau d'eau non potable. Parce que ça, c'est un autre sujet qui me tient à cœur, sur lequel je peux parler pendant des heures. C'est les toilettes. Il n'y a aucune raison qu'on utilise une eau potable qui est traitée, qui a une qualité, comme on vient de dire, extrêmement contrôlée pour le chasse d'eau. Emma, on parle beaucoup de la qualité de l'eau de Paris, mais qu'en est-il des autres territoires français, à la fois en métropole et les territoires ultramarins? Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne, finalement, sur la qualité de l'eau? Pas du tout, en fait. Je pense qu'il y a des grands écarts en termes d'accès à l'eau potable et la qualité entre les territoires de l'outre-mer. Je pense notamment à Mayotte, qui a subi un cyclone l'année dernière, qui a beaucoup dévasté les infrastructures. Et il y a une partie de la population qui habite dans les maisons qui ne sont pas en dur, qui ne sont pas connectées au réseau. Donc, clairement, eux, leur accès à l'eau n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre ici à Paris. Et de même dans des autres îles, je pense qu'on pense à la Martinique, les questions de la contamination de la chlordécone, qui est un produit phytosanitaire qui a été beaucoup appliqué sur les plantations de bananes et qui a contaminé les sols. On voit régulièrement des reportages sur ce sujet. Il y a cet enjeu-là qui est très important pour protéger la santé publique, que la population n'ingère pas cette composée. En Guyane aussi, je pense qu'il y a des villages qui ne sont pas sur le littoral, où leur accès à l'eau doit être bien en dessous les taux d'accès qu'on a en métropole.
voire même dans d'autres territoires de l'outre-mer, hein, je pense. Donc oui, il y a une inégalité même à l'échelle de la France. Et donc peut-être pour terminer cette partie sur Ça passionne, vous justement, à la fois en tant que scientifique, mais aussi en tant que citoyenne, qu'est-ce que vous souhaiterez voir arriver pour être sûr que d'un seul coup, l'eau puisse être une denrée à laquelle tout le monde puisse accéder? Je pense que c'est extrêmement important qu'on mène une réflexion, une discussion ensemble avec tous les acteurs, donc les utilisateurs tels que je suis, les scientifiques, les gouvernements, les ONG, les acteurs de la société civile, pour voir comment on peut mieux gérer l'eau, parce qu'aujourd'hui, on est dans une dette écologique pour l'eau. Et ça, il faut que ça s'arrête, parce que, quitte à creuser, c'est comme quand on dépense dans notre compte bancaire, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et on va avoir ce problème pour l'eau, pour moi, bientôt. Il faut qu'on travaille ensemble, tout le monde, pour s'assurer que tous les peuples du monde, ils ont un accès à l'eau en suffisamment qualité et quantité, et qu'on évite de contaminer les nappes pour qu'on puisse aussi boire cette eau en toute tranquillité et aussi, si possible, diminuer l'énergie qu'on doit mettre dans la potabilisation parce qu'on a vu, l'eau minérale naturelle ne demande pas beaucoup il se met en bouteille et on peut le boire, théoriquement. Une eau de source, on peut le boire, on n'a pas besoin de le traiter. Et plus qu'on est obligé d'y aller chercher les eaux qui ne sont pas très propres, qui sont contaminées, plus qu'on doit mettre l'énergie de les décontaminer, de les rendre potables. Et pour moi, si on peut éviter de les contaminer, on va diminuer les coûts et tout le monde sera gagnant. Voilà, c'est mon rêve. J'aime bien ce rêve, moi il me plaît beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie. Ça cartonne. Donc dans cette troisième partie, l'idée c'est de justement questionner, faire rencontrer ces problématiques, ici en l'occurrence la question de l'eau qu'on boit, avec nos imaginaires. Et souvent c'est grâce au cinéma, c'est grâce à la littérature, c'est grâce aux séries télé, à plein de choses. En fait, c'est la pop culture qui nous fait rentrer ces questions dans nos imaginaires pour que ça devienne pas seulement une problématique soit scientifique, soit gouvernementale, ou qui nous semble éloignée, mais que d'un seul coup, on se sente aussi un peu plus concerné. Et il y a deux films qui me viennent évidemment en tête immédiatement quand je pense à cette question de la potabilité de l'eau. C'est deux films américains qui s'appellent l'un Erin Brockovich et l'autre c'est Dark Waters. Vous êtes avocate? Oh non, j'ai été malade. C'est à cause du chrome que toute cette histoire est arrivée. Ça fait 14 ans qu'il déverse du chrome 6 dans la nappe souterraine. Une exposition répétée à des niveaux toxiques, ce ne serait pas très beau à voir. C'est du poison? Oui. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez entrer là-dedans et trouver ce que nous cherchons? C'est les produits chimiques qui font ça. Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait? En boire? C'est comme de demander « et si j'avale un pneu, c'est grave ?» Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Alors, ils ne sont pas sortis à la même période, hein, ils ont quelques années d'écart, mais les deux racontent quelque chose de similaire. C'est-à-dire que Erin Brockovich, c'était une mère de famille qui a découvert qu'une entreprise versait des produits toxiques dans l'eau potable et cela provoquait des cancers chez les habitants, et alors qu'il disait que l'eau était complètement saine. Donc, elle a été comme ça une lanceuse d'alerte sur les activités de cette entreprise. De l'autre côté, dans Dark Waters, c'est aussi une entreprise, l'entreprise Dupont, sur laquelle se penche l'avocat Robert Bilott, et pendant des décennies, il va essayer de faire reconnaître que cette entreprise, en fait, déverse des composants chimiques dans de l'eau potable, en tout cas de l'eau qui va être potabilisée. Ce composant chimique qui est donc le téflon, dont on avait parlé un petit peu plus tôt. Les deux histoires sont des histoires vraies. Et on voit la difficulté qu'ils ont eu à se faire entendre. Ça prend des années, des décennies pour certains. Est-ce que maintenant, on est plus à l'écoute peut-être sur les gens qui s'inquiètent de l'eau qu'on boit? Je pense que oui. Mais je ne sais pas si on dirait plus à l'écoute. Je pense qu'il y a plus de voies par lesquelles les lanceurs d'alerte peuvent faire passer leur message. Parce que les deux cas que vous avez cités, c'était plutôt des années 90, je pense, peut-être début 2000. Et il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux.
Il n'y avait pas l'accès à l'information rapide. Bien sûr, il y a les fake news qu'on doit garder en tête, mais je pense que la manière qu'on peut lancer l'alerte est peut-être un peu plus facile. Mais de notre côté, les lanceurs d'alerte, ils font face à des personnes qui ne veulent pas entendre pour des raisons diverses et variées. Peut-être parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'il y a les raisons plutôt économiques, peut-être par peur aussi. Je pense qu'il y a probablement de peur de qu'est-ce qu'il faut faire après. Parce que tu entends l'alerte, tu acceptes que c'est vrai et il faut faire quelque chose après, en fait. Et peut-être c'est plus facile à rien faire. Bien que ce n'est pas du tout la réponse adaptée. Donc, je dirais que oui. C'est peut-être moins compliqué que ce l'était, mais ce n'est pas facile, parce qu'on voit dans d'autres cas que les lanceurs d'alerte, ils sont souvent très mal mêlés. Et ce que montrent aussi les deux films, c'est qu'il est très difficile de faire le lien, en tout cas de prouver, pas de faire le lien on le fait assez facilement, mais de prouver le lien entre pollution et maladie. Une des difficultés de prouver le lien entre le composé et la maladie est qu'il y a très peu de maladies qui sont immédiates à la consommation de l'élément ou de l'ingestion de l'élément. La maladie, elle ne se présente pas tout de suite. Donc, ce n'est pas comme si on touche une plante piquante et tout de suite, on a quelque chose. Il y a ça. Il y a, parfois, c'est des années et des années après que la maladie se manifeste, donc ça laisse quand même un peu de temps. Je pense, en revanche, en France, nous avons l'ANSES. Et l'ANSES est régulièrement saisi par le gouvernement à travers leurs différents groupes de travail de faire une expertise sur les sujets qui prend en compte toute la connaissance scientifique et médicale sur des sujets pour donner un avis qui aide les politiques publiques à prendre les mesures, notamment sur le seuil pour les PFAS. C'est l'ANSES qui a proposé qu'il y ait un seuil pour la concentration totale de 20 PFAS qu'on trouve dans l'eau, que ça ne devait pas dépasser un certain seuil. Donc, on peut, en France, le gouvernement et aussi le public, parce que les avis de l'ANSES sont rendus publics, on peut s'appuyer sur ça pour voir le lien entre les contaminants et la maladie. Je pense qu'on peut considérer que ça coûte plus cher pour un industriel de nettoyer les pollutions que de les faire. S'ils ne se font pas apprendre, on voyait dans les deux films, les industriels, ils étaient très, 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 très réticents à assumer la responsabilité. C'est là où je pense que les pouvoirs publics et le pouvoir de sanctionner, c'est extrêmement important, que ça vienne protéger la santé publique. Est-ce que la communauté scientifique a un rôle à jouer aussi là-dedans, notamment auprès des politiques, de pouvoir dire, de venir taper à la porte et de dire en fait là, il faut faire quelque chose parce que c'est pas possible. Très bien, il y a peut-être des raisons économiques, mais en fait, à un moment donné, il y a des raisons de santé publique et il faut agir dessus. Parce que là, on parle de personnes qui sont extérieures au monde scientifique qui agissent. Ouais, c'est très important que les chercheurs ils traduisent leurs résultats pour appuyer le politique. C'est extrêmement important. C'est quelque chose que, et j'en fais partie, on ne faisait pas beaucoup avant. On considérait, on publie nos recherches dans nos journaux scientifiques et c'est très bien, et on laisse quelqu'un d'autre faire le transfert. Mais il y a de plus en plus de besoin d'avoir des personnes formées à la méthode scientifique qui peuvent traduire des résultats qui sont parfois un peu barbares, la manière dont on les présente entre nous, quand on discute ensemble, les chercheurs, dans un format qui est accessible et qui est utile pour les politiques publiques, pour qu'ils puissent agir en temps et agir dans le bon sens, en fait. Et si nous, les chercheurs, on laisse la place aux autres, parce que nous qui sommes formés, qui connaissent la question, qui peuvent
investiguer la question et fournir une réponse qui est appuyée sur les faits, sur les données. Si nous, on n'y va pas, il y en a d'autres qui vont y aller et peut-être ce ne sera pas une analyse très enracinée dans les faits, dans les données et dans les faits, plutôt les ressortis. Et ça, je pense qu'on ne peut plus faire. On voit aujourd'hui tous les fake news qui tournent, avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut avoir tout et n'importe quoi. Et je pense que ça, c'est très important que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les scientifiques, ils soient présents et qu'ils se transmettent leurs connaissances pour aider, appuyer la décision politique. Et je pense à un film comme Mad Max Fury Road de George Miller, où là, l'eau devient une monnaie d'échange. D'un seul coup, l'eau devient un instrument de contrôle, devient vraiment une affaire une arme de la tyrannie et un pouvoir. Posséder l'eau, c'est posséder les autres, d'une certaine façon. Do not, my friends, become addicted to water. It will take hold of you, and you will resent its absence. Est-ce que c'est quelque chose qui est une énorme exagération hollywoodienne ou malheureusement c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver d'utiliser l'eau finalement presque comme de l'or, c'est-à-dire comme une monnaie d'échange, voire une monnaie de contrôle? L'eau potable, j'entends. Oui. L'eau, pour moi, elle peut être considérée comme tout autre élément, en fait. On entend parler des terres rares et d'autres minéraux. Mais dans les situations dans les terres très arides, où il n'y a pas un accès à l'eau facile, je pense que oui, ça pouvait être... Ça peut être un déclencheur, peut-être de guerre, mais surtout de problèmes entre communautés en termes d'accès à l'eau. J'espère qu'on ne va pas arriver à un point, mais bon, je pense qu'on ne peut pas l'écarter, en fait. Et parce que, une autre chose que je n'avais pas parlé jusque-là, avec l'augmentation de la température, le réchauffement global, on a des glaciers qui sont en train de fondre. En fait, les glaciers, c'est la source de l'eau pour pas mal de rivières et de fleuves. Donc, si on n'a plus ces glaciers qui sont un peu comme un petit robinet qui est ouvert tout le temps, qui remplissent, mais si on n'a plus, le robinet est fermé. Donc, ça va faire un assèchement de pas mal de grands fleuves. Et si on pense on réfléchisse de tous ces grands fleuves qui ont leur origine dans ces sources de glaciers, ça veut dire toute une série de peuples qui vont être obligés de se déplacer pour trouver de l'eau. Et ces masses mouvements, ça va faire des problèmes, hein. Ça va faire des guerres, ça va faire l'obligation de partager des ressources, partager des terres. Et pour le moment, je ne suis pas sûre qu'on est prêt. Alors, est-ce que vous auriez, vu qu'on a terminé sur une note très très joyeuse avec Mad Max Fury Road, est-ce que vous auriez, vous, une œuvre, un livre, un film, une série que vous aimeriez recommander en lien avec la question de l'eau, évidemment, qui vous a touché, plu, enjoué ou intrigué? Ah, oui. J'ai commencé dernièrement de lire un livre par Elif Shafak, qui est une autrice, en fait. C'est une femme qui était née à Strasbourg, de parents turcs, mais actuellement, elle habite au Royaume-Uni. Et le livre que je lis actuellement, c'est l'histoire d'une goutte d'eau. Et comment cette goutte d'eau fait le lien entre trois personnes. Donc, quelqu'un dans les années 1800 au Royaume-Uni, au bord de la Tamise, qui était un fleuve extrêmement pollué à l'époque. Ce l'est encore un peu, mais à l'époque, c'était terrible. Quelqu'un qui habite en 1940, je viens de commencer cette partie, et quelqu'un qui habite en 2018, et c'est le goutte d'eau qui fait le lien entre ces personnes, et je trouve vraiment merveilleux cette idée que c'est l'eau qui relie les gens à travers les siècles. Le livre s'appelle « Le fleuve du ciel ».
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma Rochelle Newell. En tout cas, grâce à vos explications claires comme de l'eau de roche, on y voit enfin plus clair dans nos verres et nos robinets. Et on repart nettement plus savant. En tout cas, c'est la fin de cet épisode de Jusqu'à preuve du contraire, un podcast créé par l'Alliance Sorbonne Université et produit par Binge Audio. On se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet et bousculer nos certitudes, car n'oubliez pas, tout ce que vous venez d'entendre est vrai, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Si cet épisode vous a plu et que vous avez des nièces, des neveux, des enfants, des filleuls ou n'importe qui entre 7 et 11 ans dans votre entourage, il existe une version enfant de ce podcast. C'est rigolo, c'est intelligent, les épisodes durent moins de 10 minutes et ça s'appelle Jusqu'à preuve du contraire Junior. Le premier épisode sur l'eau du robinet est en ligne dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.